Peter Scully est l'un des cas les plus choquants d'exploitation infantile à l'ère numérique. Né en Australie le 13 janvier 1963, il semblait être un citoyen ordinaire, père de famille et homme d'affaires. Cependant, derrière cette image se cachait l'un des prédateurs les plus cruels jamais recensés. En 2011, Scully s'est enfui aux Philippines pour éviter des accusations de fraude dans son pays. Là-bas, il a profité de la vulnérabilité d'enfants en situation d'extrême pauvreté pour créer un réseau d'abus infantiles qui a horrifié le monde. L'affaire a gagné une répercussion internationale avec la découverte d'une série de vidéos appelées Daisy's Destruction, décrites par les autorités comme « le pire matériel d'abus infantiles jamais vu ». Ces vidéos, vendues dans les bas-fonds d'Internet jusqu'à $10 000, enregistraient des scènes de torture extrême contre des enfants philippins, y compris un bébé de seulement 18 mois. Restez avec nous pour découvrir tous les détails de cette enquête internationale qui a exposé les recoins les plus sombres d'Internet et l'homme qui est devenu son symbole le plus perturbant. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment parfait pour rejoindre notre communauté. Cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant pour ne manquer aucune de nos affaires criminelles les plus marquantes. Pour comprendre comment Peter Scully s'est transformé en l'un des criminels les plus recherchés au monde, il est nécessaire de regarder ses premières années et le chemin qui l'a conduit aux Philippines. Né le 13 janvier 1963 à Melbourne, en Australie, Scully a soigneusement construit une image de normalité. Marié et père de 2 enfants, il se présentait à ses voisins et connaissances comme un homme d'affaires prospère. Son apparence commune et son comportement sociable masquaient parfaitement ses tendances criminelles, quelque chose que ses voisins se rappelleraient plus tard avec stupéfaction. Il y avait quelque chose d'étrange chez lui dès le début, a rapporté un voisin après son arrestation. Mais nous n'avons jamais imaginé quelque chose d'aussi terrible. Cette capacité à se camoufler socialement serait une constante dans sa vie criminelle. Les premiers signes de sa véritable nature ont commencé à apparaître au milieu des années 2000, lorsque Scully a abandonné sa famille et déménagé à Victoria, en Australie. C'est durant cette période qu'il a ramené une petite amie de Malaisie pour vivre avec lui, une jeune femme beaucoup plus jeune, établissant un modèle qui se répéterait dans ses relations futures. Au lieu d'offrir un foyer normal à cette jeune femme, Scully l'a immédiatement transformée en marchandise. Il a établi une agence d'escortes illégales, la forçant à participer à des soirées sexuelles et la louant alors à des clients. Ce schéma incluait même un forum en ligne où les clients discutaient de leur expérience avec elle, révélant la tendance de Scully à exploiter les personnes vulnérables et à monétiser les abus. Parallèlement, Scully perfectionnait ses compétences en tant que fraudeur financier. En 2009, une enquête de la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements l'a mis dans le collimateur des autorités pour un système immobilier qui a escroqué 20 investisseurs de près de $3 millions australiens. Ce n'était pas son premier coup, il avait déjà été enquêté auparavant pour des fraudes similaires. Ce qui impressionnait les enquêteurs était sa capacité de persuasion. Scully parvenait à convaincre des investisseurs expérimentés de confier de grosses sommes à ces systèmes frauduleux, démontrant un talent pour la manipulation qui serait utilisé plus tard de manière encore plus sinistre. Lorsque les autorités australiennes ont finalement resserré l'étau en 2011, avec 117 accusations de fraude et une possible incarcération imminente, Scully a fait un choix calculé. Au lieu d'affronter les conséquences, il s'est enfui à Manille, capitale des Philippines, avant même d'être formellement accusé. Le choix de la destination n'était pas aléatoire. Les Philippines, malheureusement, figuraient parmi les 10 plus grands producteurs de pornographie infantile au monde. L'extrême pauvreté dans certaines régions créait un environnement où des criminels avec des ressources financières pouvaient facilement exploiter des enfants vulnérables. De plus, les différences culturelles et légales entre l'Australie et les Philippines offraient à Scully une opportunité d'opérer avec un risque moindre de détection. Alors qu'en Australie il était connu et recherché, aux Philippines il pouvait recommencer comme un étranger anonyme avec de l'argent, une combinaison dangereuse dans un pays où 83% des victimes d'exploitation sexuelle infantile sont des filles, avec un âge moyen de seulement 11 ans. En débarquant aux Philippines, Scully ne prévoyait pas seulement de se cacher des autorités australiennes. Dans son esprit pervers, se formaient déjà les plans pour créer un empire d'abus infantiles qui combinerait ses compétences de manipulation, sa capacité à monétiser la souffrance d'autrui et ses tendances prédatrices les plus obscures. Avec sa nouvelle identité aux Philippines, Scully a rapidement perçu le potentiel lucratif d'unir ses connaissances numériques à l'abondance de victimes vulnérables. Pour comprendre l'ampleur de ses crimes, nous devons examiner l'environnement virtuel où il a développé son empire d'horreur. L'Internet que nous connaissons et utilisons quotidiennement ne représente que 5% de tout le contenu en ligne, ce qu'on appelle la surface web. Dans les 95% restants,
On trouve le Deep Web, contenu non indexé par les moteurs de recherche communs, et, dans son recoin le plus obscur, le Dark Web, accessible uniquement par des logiciels spécifiques qui cachent l'identité des utilisateurs. Entre 2012 et 2014, un contenu particulièrement troublant a commencé à circuler dans ces espaces sombres, une série de vidéos intitulée « DCS Destruction ». Initialement disponible uniquement pour un groupe select d'acheteurs sur le Dark Web, ce matériel a finalement fuité vers des forums internet communs, principalement en Europe, où il est devenu quelque chose de proche d'une légende urbaine numérique. Beaucoup parlaient de son existence, mais peu l'avaient réellement vu. Structuré en 4 segments d'environ 15 minutes chacun, le matériel montrait des scènes progressivement plus brutales. Le contenu était si extrême que même dans les communautés de prédateurs sur le Dark Web, il y eut une condamnation du matériel pour son niveau de violence inacceptable, un fait qui souligne sa nature exceptionnellement troublante. Ce qui différenciait DCS Destruction d'autres matériels d'abus n'était pas seulement l'âge des victimes, 3 enfants philippins, dont un bébé de seulement 18 mois appelé Daisy, mais la nature commerciale et, à la demande, du contenu. Dans les vidéos, Scully apparaissait avec le visage pixelisé, accompagné de 2 femmes philippines masquées, exécutant des actes horribles selon les demandes spécifiques des clients. Pour distribuer ce matériel, Scully a établi un site sur le Dark Web appelé NoLimifun, spécialisé dans ce que les criminels appelaient le hardcore, du contenu qui combinait abus sexuels infantiles avec violence physique extrême. À travers cette plateforme, il commercialisait les vidéos à des valeurs exorbitantes, allant jusqu'à facturer $10 000 par visionnage. Les acheteurs venaient de divers pays, Allemagne, Brésil, États-Unis et de nombreux autres, formant un réseau international d'individus prêts à payer pour regarder ou même solliciter des actes spécifiques contre ces enfants. Cette monétisation de la souffrance infantile révélait non seulement la dépravation individuelle de Scully, mais l'existence d'un marché mondial pour ce type de contenu. Lorsque les enquêteurs ont finalement eu accès à ce matériel, l'impact a été dévastateur même pour des professionnels expérimentés. Un officier philippin a déclaré que c'était « le pire contenu que nous avons vu en année de lutte contre la pornographie infantile », tandis qu'un procureur a admis avoir pleuré en regardant les enregistrements, disant qu'il était difficile de croire que quelqu'un puisse faire cela à des enfants. La fuite de ces vidéos vers l'Internet commun a fini par être cruciale pour l'enquête, car elle a permis aux autorités de divers pays de prendre connaissance de l'affaire et d'unir leurs efforts pour identifier le responsable derrière le pseudonyme utilisé sur le Dark Web. L'opération criminelle de Scully dépendait d'un réseau de relations déformées, où les lignes entre victimes et complices devenaient délibérément obscurcies. Cet aspect de l'affaire a révélé comment des prédateurs sophistiqués peuvent transformer leurs propres victimes en instruments pour perpétuer des cycles d'abus. Carmen Alvarez, 18 ans, et Lisel Margallo, 19 ans, étaient les principales complices de Scully dans les vidéos de DCS Destruction. Pour comprendre comment ces jeunes femmes en sont venues à participer à des crimes aussi odieux, il est nécessaire de revenir sur leurs histoires. Toutes deux avaient été des « enfants des rues » à Manille, un terme local pour les mineurs abandonnés qui grandissent sans supervision adulte, dormant sur les trottoirs et survivant grâce à de petits travaux ou à la mendicité. Alvarez n'avait que 14 ans lorsque Scully l'a trouvée travaillant comme prostituée adolescente. Considérant la différence d'âge, Scully approchait la cinquantaine et le contexte d'extrême vulnérabilité, toute relation aurait été intrinsèquement prédatrice. Cependant, Scully s'est habilement présenté comme un sauveur, lui offrant un abri et une sécurité en échange d'une loyauté absolue. Margallo, similairement, a été trouvée dans des circonstances d'extrême vulnérabilité et progressivement incorporée dans le cercle intime de Scully. Les enquêtes ultérieures révéleraient qu'elle-même avait été victime de trafic sexuel pendant son enfance, créant un historique de normalisation des abus que Scully a méticuleusement exploité. Ce que nous voyons dans ce cas est un exemple classique de « grooming à l'échelle industrielle », a expliqué un psychologue légiste impliqué dans l'affaire. Scully a créé un environnement où l'abus était normalisé et récompensé, tandis que tout sens moral était systématiquement détruit. Les 2 jeunes femmes étaient soumises à un traitement paradoxal, en partie exploitation sexuelle, en partie relation pseudo-familiale, une tactique qui créait une dépendance psychologique profonde. Scully les vendait régulièrement comme escorte à d'autres hommes, mais établissait également des rituels domestiques qui simulaient une dynamique familiale déformée. Cette confusion délibérée des rôles, tantôt traités comme des filles, tantôt comme des partenaires sexuels, tantôt comme des marchandises, créait une dissociation qui facilitait leur participation aux abus contre d'autres enfants. Dans les vidéos de DCS Destruction, les jeunes femmes apparaissaient portant des masques tout en exécutant les ordres de Scully contre 3 victimes principales, Daisy, un bébé de seulement 18 mois, et 2 autres filles identifiées dans les enquêtes comme Lisa, 11 ans, et Cindy, 12 ans. Alors que Scully assumait généralement un rôle de réalisateur,
donnant des instructions spécifiques et participant occasionnellement aux abus. C'était souvent Alvarez et Margallo qui exécutaient directement les actes les plus brutaux contre les enfants. Le cas de Daisy s'est distingué par l'âge exceptionnellement bas de la victime et par la brutalité des actes. Le bébé a été soumis à des tortures physiques et des abus sexuels qui ont entraîné des dommages permanents à son système reproducteur. Selon les rapports médicaux, les blessures étaient si graves que les médecins ont confirmé qu'elle ne pourrait jamais concevoir d'enfant, une conséquence à vie de sa brève mais dévastatrice rencontre avec Scully et ses complices. Lisa, la victime de 11 ans, a également survécu aux abus, bien qu'avec des traumatismes psychologiques profonds. Durant les enquêtes, elle a pu fournir des détails qui ont aidé les autorités à reconstruire la chronologie des crimes et à identifier d'autres propriétés utilisées par Scully. Le destin de Cindy, cependant, a représenté le point le plus extrême de la perversité de Scully. Durant les enquêtes qui ont suivi la capture de l'Australien, les autorités ont mené des recherches méticuleuses dans les diverses propriétés qu'il avait louées au fil des ans aux Philippines. C'est dans l'une de ces maisons, sous le sol de la cuisine, qu'ils ont trouvé des restes mortels qui seraient ultérieurement identifiés comme appartenant à Cindy. Ce qui rendait l'affaire encore plus tragique était la façon dont ces enfants arrivaient entre les mains de Scully, a expliqué un enquêteur. La majorité des victimes étaient livrées par des proches ou des tuteurs sous la promesse d'éducation et d'opportunité. Cindy, par exemple, a été confiée aux soins de Margallo par son tuteur légal, avec l'attente qu'elle recevrait une scolarité et une vie meilleure. Au lieu de cela, Scully a produit ce que les enquêteurs ont décrit comme un « snuff film », du matériel où une mort réelle est filmée pour le divertissement. Selon des témoignages, il a forcé Cindy à creuser sa propre tombe avant de l'étrangler avec une corde. Pour accroître l'horreur, des preuves suggéraient qu'un objet tranchant avait été inséré dans le corps de l'enfant après sa mort, un acte final de dégradation qui a choqué même les enquêteurs vétérans. La dynamique entre Scully et ses complices a présenté un défi significatif pour les procureurs, qui devaient déterminer le niveau adéquat de responsabilité criminelle pour Alvarez et Margallo. Bien que toutes deux aient activement participé aux abus, elles-mêmes avaient été victimes de manipulations systématiques depuis l'adolescence. C'est une zone grise légale et morale, a admis l'un des procureurs. Ces jeunes femmes ont commis des actes horribles, mais elles ont également été soumises à des années de conditionnement psychologique dans un environnement totalement contrôlé par Scully. Cette complexité a été partiellement résolue lorsqu'Alvarez, dans un apparent moment de clarté morale, a libéré deux victimes plus récentes que Scully gardait en captivité, un acte qui mènerait éventuellement à son arrestation. Cette action suggérait que, même après des années de participation au crime, un certain sens de l'empathie existait encore en elle, soulevant des questions sur la responsabilité et la rédemption dans les cas de manipulation extrême. Après des années d'opération avec une relative impunité aux Philippines, l'empire d'horreur de Peter Scully a commencé à s'effondrer fin 2014, lorsqu'un acte de compassion inattendu de l'une de ses complices a déclenché la séquence d'événements qui mènerait à sa capture. Même avec les vidéos de « Daisy's Destruction » commençant à circuler dans des forums internet et attirant l'attention internationale, Scully continuait à chercher de nouvelles victimes avec une confiance qui frôlait l'arrogance. En décembre 2014, démontrant sa méthode calculatrice, il a donné des instructions précises à Alvarez. Elle devait trouver deux filles avec des âges spécifiques, 9 et 12 ans, pour son prochain projet. Il était méticuleux dans ses critères, a rapporté ultérieurement un enquêteur. Ce n'était pas une question d'opportunité, il cherchait des profils spécifiques, presque comme s'il choisissait des acteurs pour ses vidéos hideuses. Suivant les ordres, Alvarez a parcouru des zones appauvries de Surigao, une province au nord de Mindanao. Elle a rapidement identifié deux cousines, Kenny, 9 ans, et Daisy, à ne pas confondre avec le bébé de la vidéo précédente, 12 ans, qui correspondrait exactement aux exigences de Scully. Les filles, comme beaucoup dans la région, vivaient dans des conditions d'extrême pauvreté. S'approchant d'elles dans un centre commercial local, Alvarez a offert quelque chose presque impossible à résister pour des enfants dans cette situation, de la nourriture chaude, un endroit sûr pour dormir et des promesses vagues de possibles cadeaux. Il savait exactement quel appât utiliser, a expliqué un psychologue légiste impliqué dans l'affaire. Quand vos besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits, la promesse de nourriture devient plus puissante que toute prudence. Les filles ont été emmenées dans l'une des nombreuses maisons louées par Scully à Malebale City. Dans le cadre de sa méthode standard, elles ont initialement reçu de la nourriture et un traitement apparemment gentil, créant un faux sentiment de sécurité. Les enfants ont été photographiés à ce premier moment, encore habillés et apparemment détendus, des images qui seraient plus tard trouvées dans son ordinateur dans un dossier marqué comme « avant ». Après le repas initial, Scully a offert aux filles des boissons alcoolisées, un autre élément récurrent dans son modus operandi,
utilisées pour réduire la résistance et les inhibitions. Lorsqu'elles étaient légèrement intoxiquées, la situation s'est rapidement détériorée. Scully leur a ordonné de se déshabiller pendant qu'il préparait son équipement de tournage. Lorsque les enfants ont résisté, Alvarez a reçu l'instruction de les menacer. Ce qui a suivi était une session d'abus méticuleusement documentée. Scully a forcé les cousines à pratiquer des actes sexuels entre elles pendant qu'ils filmaient, donnant occasionnellement des instructions précises sur des positions et des actes spécifiques. Les filles, confuses et terrifiées, pleuraient continuellement durant l'abus. Le matin suivant, Scully a exécuté l'un des aspects les plus troublants de son rituel de terreur psychologique, il a emmené les filles au sous-sol de la maison et les a forcées à creuser. « Vous creusez vos propres tombes », a-t-il informé les enfants tout en continuant à filmer. Cette tactique de terreur psychologique, déjà utilisée avec des victimes précédentes comme Cindy, était calculée pour installer une peur paralysante qui diminuerait toute chance de résistance ou de fuite. Durant les 5 jours suivants, les cousines ont été maintenues enchaînées avec des colliers de chiens dans la chambre de Scully. Les chaînes étaient suffisamment courtes pour limiter sévèrement leurs mouvements, les forçant à ramper comme des animaux lorsqu'elles devaient se déplacer. Elles restaient nues durant toute la captivité, une autre tactique de déshumanisation que Scully employait systématiquement. Les repas étaient servis dans des bols placés au sol, sans couvert, renforçant le traitement animalesque. Alvarez témoignerait plus tard que Scully les photographiait dans ces conditions, apparemment pour contraster avec les images avant, dans une sorte de documentation perverse de leur dégradation. Le point de bascule est survenu le 5e jour de captivité. Alvarez, qui avait activement participé aux abus initiaux, a commencé à montrer des signes d'inconfort avec la situation. Selon son témoignage ultérieur, c'est la vision des filles utilisant des colliers de chiens qui a finalement brisé sa participation volontaire. C'était comme si quelque chose se cassait en moi, a-t-elle déclaré durant le procès. J'avais vu et fait des choses terribles avant, mais les voir enchaînés comme des animaux, quelque chose a changé. Profitant d'un moment où Scully était occupée dans une autre partie de la maison, Alvarez a secrètement retiré les colliers des filles et les a instruites de fuir. Elle leur a donné des vêtements et des indications pour trouver le chemin du retour. Cet acte inattendu de compassion, venant de quelqu'un qui avait activement participé à des abus similaires pendant des années, serait crucial pour démanteler l'opération criminelle de Scully. Les jeunes cousines ont démontré un courage extraordinaire dans les événements qui ont suivi. Au lieu de simplement retourner à la maison et essayer d'oublier le traumatisme, comme beaucoup de victimes le font en raison de la peur et de la honte, elles sont allées directement au poste de police local. Tremblantes et encore visiblement traumatisées, elles ont rapporté en détail ce qu'elles avaient subi aux mains de Scully et Alvarez. Leur récit était si détaillé et cohérent qu'il n'y avait aucun doute sur sa véracité, a rappelé le délégué qui a reçu l'affaire. Elles ont décrit la maison, le sous-sol où elles ont été forcées de creuser, l'équipement de tournage, tout avec une précision impressionnante. Cette dénonciation a fourni aux autorités philippines l'indice concret qui manquait. Travaillant déjà avec Interpol, la police australienne et néerlandaise dans des enquêtes sur les vidéos des IS destructions qui avaient fuité en ligne, les enquêteurs avaient maintenant une localisation précise et des descriptions physiques des suspects. Une opération de surveillance a été immédiatement établie à Malebale City. Pendant 3 semaines, des agents ont discrètement surveillé les mouvements de Scully, cartographiant sa routine et identifiant ses associés. L'opération devait être méticuleuse, il y avait des préoccupations que Scully puisse détruire des preuves ou même fuir le pays s'il percevait qu'il était observé. Le 20 février 2015, dans une opération coordonnée impliquant plusieurs agences, Peter Scully a finalement été capturé. Il n'a pas offert de résistance physique lors de l'arrestation, apparemment confiant que ses ressources financières et connexions pourraient éventuellement le libérer, une arrogance qui persisterait tout au long du processus judiciaire. L'opération ne s'est pas terminée avec son arrestation. Des équipes médico-légales ont initié des recherches minutieuses dans toutes les propriétés identifiées comme ayant été utilisées par Scully. Son ordinateur, caméra, téléphone portable et dispositifs de stockage ont été confisqués. L'analyse initiale a révélé des milliers d'images et de vidéos d'abus, dont beaucoup n'étaient pas encore connues des autorités. La découverte la plus troublante, cependant, est survenue dans la cuisine de l'une des maisons précédemment louées par Scully. Suivant les informations fournies par Alvarez, qui avait accepté de coopérer avec les enquêtes en échange d'une possible réduction de peine, les enquêteurs ont retiré une partie du sol en béton de la cuisine. Sous des couches de ciment et de terre, ils ont trouvé des restes mortels en état avancé de décomposition. Des analyses médico-légales ont confirmé ultérieurement qu'il s'agissait de Cindy,
la fille de 11 ans qui apparaissait dans l'une des vidéos de DCS Destruction et avait mystérieusement disparu. C'était un moment de profonde tristesse, mais aussi d'un certain soulagement, a commenté l'un des enquêteurs. Nous pouvions enfin confirmer ce que nous soupçonnions et donner une sorte de conclusion à cet aspect de l'affaire. La capture de Scully n'a pas seulement mis fin à sa propre carrière criminelle, mais a également ouvert la voie à des enquêtes plus larges sur le réseau international de consommateurs du matériel qu'il produisait. Son ordinateur contenait des registres de transactions, communications et même des demandes spécifiques de clients dans divers pays, des informations qui seraient partagées avec des agences internationales d'application de la loi. Quelques jours après l'arrestation de Scully, Alvarez a également été détenu. Margallo, son autre principal complice, a réussi à éviter la capture pendant presque une année supplémentaire, se cachant sous la fausse identité de Shannon Carpio et prétendant être l'épouse d'un millionnaire français du secteur du logiciel. Lorsqu'elle a finalement été capturée en janvier 2017 à Cebu City, on a découvert qu'elle avait continué à recruter des victimes même après l'arrestation de Scully. La capture de Peter Scully n'était que la pointe de l'iceberg dans une enquête qui a exposé les profondeurs les plus troublantes d'Internet. L'affaire a transcendé les frontières nationales et révélé un écosystème numérique où les prédateurs opéraient avec une sophistication technique et organisationnelle surprenante. Lorsque les enquêteurs ont commencé à analyser les ordinateurs et dispositifs de stockage saisis de Scully, ils ont découvert un labyrinthe de connexions avec d'autres criminels dans un réseau mondial. Ces connexions n'étaient pas fortuites, mais structurées dans un système presque entrepreneurial de production, distribution et commercialisation de matériel d'abus infantile. Ce que nous avons trouvé n'était pas un loup solitaire, a expliqué un enquêteur d'Interpol impliqué dans l'affaire. C'était un nœud dans une toile qui s'étendait sur des dizaines de pays, avec des centaines de participants à divers niveaux d'implication. L'enquête a révélé que Scully opérait sous divers pseudonymes en ligne, Peter Riddle et Peter Russell parmi eux, administrant son site No Limit Fun sur le dark web. Cet environnement virtuel, accessible uniquement par des logiciels spécifiques qui cachent l'identité des utilisateurs, était devenu un refuge pour les prédateurs sexuels en raison de la difficulté de traçage. L'un des aspects les plus révélateurs de l'enquête a été la découverte des connexions de Scully avec d'autres administrateurs de sites similaires, particulièrement avec Matthew David Graham. Cet Australien de seulement 18 ans, encore en dernière année de lycée et vivant avec ses parents à Melbourne, était une figure centrale dans le monde souterrain du Earthcore sous le pseudonyme Hux. Graham, malgré sa jeunesse, administrait plusieurs des sites web Earthcore les plus notoires du dark web et était référé par d'autres utilisateurs comme le roi du Earthcore. Son histoire était particulièrement troublante par son apparente normalité, un jeune homme sans antécédents criminels qui avait développé un intérêt pour le matériel d'abus à travers le site infâme 4chan, découvrant éventuellement l'accès au dark web après avoir lu sur des opérations du groupe Anonymous pour abattre des sites de pédophilie. C'est un rappel effrayant de comment cette sous-culture peut attirer des individus sans signes externes de comportement déviant, a observé un psychologue légiste consulté durant l'affaire. Graham n'avait pas d'historique de violence ou d'abus, c'était un joueur de jeux vidéo qui faisait du babysitting pour des enfants dans son voisinage. Les enquêtes numériques médico-légales ont révélé que Scully et Graham échangeaient régulièrement du matériel, Scully fournissant sa vidéo infâme DCS Destruction à Graham pour attirer plus d'utilisateurs vers ses forums. Cette collaboration exemplifiait la nature symbiotique de la communauté, des producteurs comme Scully nécessitaient des plateformes de distribution, tandis que des administrateurs comme Graham nécessitaient du contenu pour attirer et retenir des utilisateurs. L'analyse des registres de communication a révélé un aspect particulièrement troublant de cette communauté, le développement de hiérarchies sociales et d'amitié entre les membres. Malgré l'utilisation de pseudonymes et la révélation rare d'informations personnelles réelles, ces individus créaient des relations sociales au sein de leur communauté criminelle. Il y avait un système de statut clairement défini, a expliqué un analyste qui a étudié les communications saisies. Les vétérans étaient respectés, les novices cherchaient l'approbation, et il y avait un échange constant d'éloges pour du matériel nouveau ou particulièrement extrême. Les cas documentés incluaient des prédateurs qui faisaient des « chou » mentions spéciales, les uns aux autres dans leurs vidéos, allant jusqu'à faire tenir par des enfants des pancartes avec des noms d'utilisateurs d'autres abuseurs comme forme de reconnaissance. Cette socialisation perverse renforçait des comportements de plus en plus extrêmes, avec des membres qui rivalisaient pour produire ou partager le matériel le plus choquant. L'enquête a également exposé des connexions avec d'autres criminels en ligne notoires, incluant Shannon McCool, connu sous le nom de Ski, un Australien qui travaillait comme gardien d'enfants et administrait un site de pornographie infantile. Plus troublant encore était Christopher Grief, connu sous le nom de Mookie, un Américain de 26 ans dont l'ordinateur contenait du matériel incluant le viol d'un bébé de 3 mois.
La découverte de possibles connexions avec un cas de meurtre en Russie a encore élargi la portée de l'enquête. Des preuves suggéraient que Scully et Graham avaient participé ou conseillé dans l'enlèvement, le viol et le meurtre d'une fillette russe de 5 ans. Graham a finalement admis sa culpabilité pour encourager et conseiller ce crime, bien que Scully soit resté seulement suspect en raison de la destruction d'une grande partie des preuves électroniques. L'aspect international de l'affaire a exigé une collaboration sans précédent entre les agences d'application de la loi de divers pays. Interpol a coordonné les efforts entre les autorités australiennes, néerlandaises, américaines, philippines et plusieurs autres nations dont les citoyens étaient impliqués comme consommateurs du matériel. L'identification initiale de Scully dans les vidéos a été facilitée par un détail apparemment insignifiant, son accent australien. Bien que son visage soit pixelisé dans les enregistrements, des experts en analyse de la parole de la police australienne ont pu identifier des marqueurs linguistiques spécifiques de Melbourne dans ces quelques paroles audibles. Cet élément, combiné avec des registres d'immigration d'Australiens qui avaient déménagé aux Philippines, a aidé à réduire la liste des suspects. C'était un travail de détective traditionnel combiné avec une technologie de pointe, a commenté un officier de la police australienne. Nous avons réussi à le tracer par sa voix, tandis que des analystes médico-légaux numériques travaillaient pour localiser l'origine des téléchargements sur le Dark Web. L'opération Darknet, une initiative mondiale lancée en 2011 qui visait les plateformes d'abus infantiles sur le Dark Web, a fourni le contexte plus large pour l'enquête de Scully. Cette opération avait déjà identifié le service d'hébergement Freedom Hosting comme une plateforme clé pour des sites de pornographie infantile. Son propriétaire, Eric Ewanmark, ultérieurement décrit par le FBI comme le plus grand facilitateur mondial d'abus sexuels infantiles en ligne, a été extradé vers les États-Unis en 2019 et condamné à 27 ans de prison. Les techniques développées durant l'enquête sur Scully et ses associés ont établi de nouveaux protocoles pour des cas futurs. Nous avons appris à naviguer dans le Dark Web comme eux, à parler leur langage, à comprendre leur code et hiérarchie, a expliqué un enquêteur spécialisé dans les crimes cybernétiques. Cette connaissance était cruciale non seulement pour résoudre cette affaire, mais pour développer des outils proactifs d'identification des prédateurs avant qu'ils ne fassent plus de victimes. Les défis techniques étaient monumentaux. Le Dark Web est spécifiquement conçu pour frustrer le traçage, avec de multiples couches de chiffrement et des serveurs qui masquent la localisation des utilisateurs. Les criminels utilisaient fréquemment des monnaies numériques pour des transactions anonymes et des systèmes de communication qui effaçaient automatiquement les messages après qu'ils soient lus. Malgré ces difficultés, l'enquête sur l'affaire Scully a démontré que l'anonymat sur le Dark Web n'est pas absolu. Chaque connexion numérique laisse des traces, aussi minimes soient-elles, a observé un spécialiste en informatique médico-légale. Avec des ressources, du temps et une coopération internationale, nous pouvons suivre ces traces jusqu'à leur origine. Un élément crucial qui a émergé de l'enquête était la compréhension que ces crimes, bien que facilités par la technologie, dépendaient encore fondamentalement des vulnérabilités humaines dans les communautés où ils se produisaient physiquement. L'extrême pauvreté aux Philippines, la corruption institutionnelle et le manque de ressources pour la protection de l'enfance créaient des conditions idéales pour des prédateurs avec des ressources financières comme Scully. La technologie n'était qu'un outil, a réfléchi un procureur impliqué dans l'affaire. Le vrai problème était, et continue d'être, la vulnérabilité sociale des enfants dans les communautés appauvries et la demande mondiale pour du matériel d'abus. Comme résultat direct de cette enquête, diverses opérations subséquentes ont été lancées, se concentrant sur les consommateurs identifiés dans les registres de Scully. Ces opérations ont conduit à des centaines d'arrestations dans des dizaines de pays, démontrant l'effet cascade qu'une seule enquête réussie peut avoir dans la lutte mondiale contre ces crimes. Après son arrestation, Scully a fait face à 75 accusations différentes, incluant trafic humain, viol, abus sexuels de mineurs, torture et meurtre. Cependant, un incendie suspect dans la salle qui contenait les preuves électroniques contre Scully a compromis une partie de l'affaire. Beaucoup soupçonnent que Scully a soudoyé un officiel pour détruire les preuves. Malgré cela, le 13 juin 2018, Scully a été condamné pour une accusation de trafic humain et 5 accusations de viol. Il a reçu la prison à perpétuité, échappant à la peine de mort uniquement parce que les Philippines avaient aboli la peine capitale en 2006. Durant le procès, Scully a été vu en train de rire et de discuter avec ses co-accusés, démontrant un manque complet de remords. Alors qu'Alvarez a pleuré lorsqu'elle a reçu sa sentence de prison à perpétuité, Scully a simplement souri. Même en prison, Scully a maintenu son arrogance, se plaignant des conditions et exigeant un traitement spécial, incluant l'accès à un téléphone portable et des viandes fraîches. Si vous avez trouvé cette histoire impactante,
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous pour plus de cas d'investigation comme celui-ci. Vos commentaires sont extrêmement précieux, partagez votre opinion sur l'affaire ou des suggestions pour les prochaines vidéos. À la prochaine!